Voilà, merci. Bonsoir à tous. Deux questions fondamentales vont meubler l'édition de ce mardi. D'abord, la CAN 2017 et le Gabon et la CAF doivent-ils s'inquiéter pour l'organisation de cette compétition? Les troubles au Gabon depuis quelques semaines font déjà réfléchir la Confédération africaine de football. Une source annonce que la CAF aurait même déjà songé au pays qui pourrait remplacer le Gabon en cas de troubles incessants dans le pays de Ali Bongo. La CAN féminine et la question des droits de retransmission des rencontres, les chaînes locales, pour être un peu plus précis, pourront-elles retransmettre ou alors reprendre le signal de la CRTV puisque la chaîne nationale est donc la détentrice exclusive, on va le dire, de la diffusion, de la diffusion, voilà, de la compétition. Est-ce que les chaînes locales pourront donc s'associer pour pouvoir permettre à leurs téléspectateurs de voir cette compétition? Et puis on parlera également de la rencontre Cameroun-Algérie l'année prochaine avec Didier Gomez d'Arosa qui nous attend déjà depuis la ville de Constantine, c'est du côté de l'Algérie. Nous retrouvons nos invités juste après cette légère transition. Bienvenue à tous, merci encore de nous retrouver sur le petit écran. Nous allons accueillir nos invités qui sont déjà en place. Je rappelle juste qu'ils sont trois pour cette production. Alors, pourquoi pas commencer par notre gauche, mais à la droite de votre petit écran. Gérard Martin et Kani, bonsoir. Oui, bonsoir, capitaine Ateba. Bonsoir aussi à tous les téléspectateurs. Merci Gérard d'avoir accepté notre invitation. Noé Richepin, je rappelle Gérard que vous êtes observateur de la scène sportive. Noé Richepin est également avec nous ce soir. Noé, bonsoir. Bonsoir Michel Ateba et bonsoir à tous les téléspectateurs de Cam News 24. J'y arrive. Voilà, je rappelle Noé que vous êtes journaliste de sport, mais vous êtes également, on va dire, à plusieurs de vos heures marketistes. Vous travaillez pour le marketing de plusieurs joueurs dans les questions sur, on va dire quoi, les droits TV, retransmission. Vous êtes également, on va le dire, peut-être pas expert, mais vous y connaissez un tout petit peu. C'est bien cela? Je crois que déjà quand on est dans le milieu du marketing et surtout de la gestion de l'image, on est bien obligé de connaître quelques aspects autour de ces droits TV et les droits de retransmission. Et donc je crois que aussi du fait que le Cameroun accueille deux grandes compétitions, non seulement dans 2 mois, mais dans les années à venir, est opportun pour nous de discuter dessus et surtout de faire briller la lanterne des téléspectateurs à la maison. Voilà, je rappelle également que vous êtes le rédacteur en chef du journal, du magazine sportif Europe Afrique Magazine. Je l'ai dit, nous aurons également depuis la ville de Constantine, c'est en Algérie, Didier Gomez d'Arosa. Monsieur d'Arosa, bonsoir, vous êtes en ligne, c'est ça? Bonsoir Michel, merci de votre invitation et bonjour à vos invités et un grand bonjour à tous les amoureux du foot camerounais. Voilà, Didier Gomez d'Arosa, vous êtes, vous êtes l'ancien entraîneur de Coton Sport de Garoua, mais depuis quelques saisons, vous êtes en Algérie avec le CSC Constantine. Nous allons parler de votre formation, de votre départ au sein de cette équipe-là, mais beaucoup plus de la rencontre Cameroun-Algérie qui s'annonce explosive. Vous êtes sur place en Algérie, vous allez nous aider. Déjà, avant peut-être de vous permettre de souffler, à votre niveau, quelle est l'ambiance qui commence déjà à prévaloir du côté de l'Algérie pour ce qui est de cette rencontre qui s'annonce, je crois, le 7 octobre prochain ou le 9, ça dépend? Oui, c'est une première rencontre qui va avoir beaucoup d'importance. Ce sont deux belles équipes au potentiel offensif vraiment impressionnant. J'ai suivi la rencontre Cameroun-Gambie la semaine dernière. Le Cameroun a fait des belles choses, même si je l'ai trouvé un petit peu fébrile sur ses bases défensives. Je crois
il faudra être très rigoureux derrière pour pouvoir espérer faire un résultat en Algérie. Je crois que les deux équipes ont à peu près le même profil, vraiment des attaquants de grande valeur avec une base défensive plutôt moyenne. Donc je crois qu'il faudra faire très attention à cette équipe d'Algérie qui a en ses rangs Mahrez et Slimani qui sont vraiment des top joueurs. Voilà. Merci d'avoir planté le décor. On en reparlera tout à l'heure. Alors, messieurs en plateau, pourquoi pas commencer par peut-être l'unique sujet d'actu que nous avons retenu ce jour. Gérard Martin et Kani, je commence par vous. Enfin, UMS de Loum, disons-le ainsi, a été donc, c'est vrai, depuis 2 journées, le club est sacré, mais pour ce qui est de la cérémonie, elle a eu enfin lieu le week-end dernier à Loum. On a semblé voir une cérémonie digne de ce nom, de mémoire quand même de reporter. Il ne me souvient pas que pareille cérémonie avait déjà eu lieu dans d'autres championnats généraux. Comment est-ce que vous avez trouvé, entre guillemets, cette cérémonie grandiose, mais beaucoup plus tout ce qui a entouré, n'est-ce pas, le sac de cette formation de la région du littoral, mais du département du Mongo? Oui, merci, capitaine Ateba. C'est une cérémonie qui m'a aussi plu. J'ai été surpris de la voir comme ça et je crois que ça, c'est des bonnes actions qu'il faut mettre à l'actif du président général. Ils ont de la Ligue, hein, les mots, hein, parce que... Ouais. Oui, c'est ça, la Ligue. C'est le président, c'est le général. Alors, je crois qu'il faut saluer cette initiative-là. Ça a été beau. Surtout que ça s'est passé... bon, on s'attendait déjà, on connaissait déjà le champion. Alors, le président n'a fait qu'aller accompagner le champion dans son dernier match. Parce que si ça aurait été que jusqu'à ce match-là, on n'était pas sûr de qui serait champion, alors on allait avoir un peu de difficulté. Oui. Quel match est-ce que le président devrait aller voir pour consacrer le champion? Et je profite ici, puisque nous y sommes, pour féliciter vraiment grandement le président de UMS de Loum. Voilà quelqu'un qui a montré qu'au jour d'aujourd'hui, on peut encore compter sur de bonnes âmes dans notre championnat, des bonnes personnes qui peuvent amener une équipe avec tout ce qu'on connaît comme difficulté à présider aux destinées d'un club de football au Cameroun à l'heure qu'il est. Vraiment, je crois que ce monsieur a félicité. Et puis, UMS l'a compris, lui, qui avait déjà gagné la coupe l'année passée et qui a fait très mauvaise prestation à l'international. Oui, parce que moi personnellement, j'avais été très déçu en voyant son match ici. Je crois que c'était contre le Maroc ou bien contre les Marocains. Quelque chose comme ça. C'était un très mauvais match. Moi, je disais que mais où est-ce qu'on est allé prendre cette équipe pour qu'elle nous représente? Et UMS donc a montré qu'elle était une équipe avec qui il faut compter. Ça a été un faux pas et il y a des hommes valables, des joueurs aussi qui peuvent conduire cette équipe. Et je crois qu'ils ont remis ça pour cette année pour montrer qu'ils sont une équipe de première ligne avec laquelle il faut compter. Je crois que les prochains jours nous montreraient beaucoup plus de bonnes choses. Très bien, c'est vrai, Noué, on n'a pas senti, est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas senti le coup à un certain moment donné, puisque, disons-le clairement, avant ce championnat, UMS n'était pas cité en tant que tel parmi les clubs qui pouvaient remporter cette compétition. On voyait beaucoup plus Coton FC de Garoua, on voyait l'Union de Douala, dans une moindre mesure l'Unisport de Bafang, mais on a l'impression que UMS est venu et a surplanté pratiquement tout le monde. Coton, je le rappelle, est deuxième. Non, mais je pense que, n'oublions pas, parce que là, je me base sur les statistiques que j'ai suivies ces derniers temps, que l'UMS de Loum, quand même, depuis la 16e journée, malgré ses stats, 22 victoires, pratiquement d'affilée, toutes compétitions confondues. Oui, mais c'est pourquoi je dis l'UMS de Loum, dès la 16e journée, quand même, du championnat, s'est installé à la tête de la Ligue 1 pour
aller jusqu'au bout et décrocher son premier titre de champion. Maintenant, on peut repasser ou alors refaire les matchs, les rencontres, parce que n'oublions pas aussi que quelque part la programmation a été décriée, d'autre part on a parlé parfois des matchs qui ont, semble-t-il, été arrangés. Je crois qu'il y a encore des enquêtes dessus. C'est la dernière minute, non, les 5 dernières journées, je crois. Non, mais je pense que bien avant, en fait, tout au cours du championnat, il y a quand même eu certains tripatouillages. Peut-être qu'on a camouflé. Mais en même temps, aujourd'hui, si UMS de Loum a été sacré et que le trophée a été remis à ce club, il n'y a plus rien à dire. C'est quand même une grande chose que de voir un club qu'on dirait sorti de nulle part, qui viennent damer le pion. Créé en 2006. Oui, qui viennent en 2010, j'ai failli dire. Qui viennent damer le pion aux leaders habituels. Ténor, Union, Coton, entre guillemets. Tout le monde se sera attendu effectivement à voir soit Coton, soit peut-être Union de Douala qui avait jusqu'ici démontré sur ces 3 dernières années quand même des velléités à vouloir aller arracher ce trophée-là des mains de Coton qui en était maître. Bon, maintenant, il y a eu un mauvais réglage au niveau de Coton Sport de Garoua dont la mayonnaise n'a pas pris assez tôt. Je crois que le Lionel Sokia qui est arrivé effectivement pour remplacer notre ami Didier Darosa qui est avec nous, n'a pas pris les rênes assez tôt et il n'a pas su aussi s'adapter au jeu et aux footballeurs qu'il a trouvé sur place. Vous mettez sa deuxième position dans le compte de l'adaptation, c'est ça? Je rappelle qu'il comment dire, il sortait quand même d'un pays africain, il ne sortait pas de l'Europe, il était au Gabon. Oui, mais vous savez... Le Cameroun, c'est presque... Non, vous savez, chaque entraîneur a son style. Et je crois que le style qu'il a voulu imprimer dès le départ ne correspondait pas au style de jeu et au style de l'effectif, des joueurs qu'il avait dans son effectif. Est-ce que c'était pas le standing de Coton Sport de Garoua qui était un peu plus grand que lui? Emmanuel Sokoya vient du Gabon, mais il était avec, je crois, le centre de formation du Mounouna, il n'était pas à l'équipe première. Est-ce que le fait de travailler avec les tout petits n'a pas joué également? Il vient au Cameroun, il prend une équipe de première division, le Coton, 6e africain, c'est quand même du gros, non? On peut mettre tout cela dans un même sac et le porter, mais je dis aussi, pour tout homme, quelle qu'en soit la situation, il a besoin d'adaptation. Et ce temps d'adaptation, il fallait qu'il le trouve. Il fallait qu'il trouve certains mécanismes d'alchimie pour pouvoir effectivement ne plus simplement avoir un effectif, mais avoir un groupe solide pour aller vers l'avant. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. En sortant deuxième, quand même, il a prouvé qu'il n'était pas nul, entre guillemets, comme peut-être certains l'auraient pensé. Il a mis sur pied certaines cartes qui ont donné. Oui. Et n'oublions pas qu'il n'a pratiquement pas recruté aussi. Donc, moi, je ne m'attendais même pas à cette deuxième place. Il a trouvé un recrutement qui a été fait par son prédécesseur. Monsieur Darosa, qui est d'ailleurs en ligne, je reviens vers vous. Alors, Monsieur Darosa, vous êtes maintenant en Algérie. Vous avez une position un peu plus, on va dire quoi, une position un peu plus retirée. Ça veut dire que vous voyez les choses mieux peut-être que beaucoup de personnes. Pour vous, qu'est-ce qui explique la deuxième place de Coton Sport de Garoua? Je rappelle que vous, lorsque vous arrivez au Cameroun, vous n'avez pas assez eu de temps d'adaptation. Vous êtes plongé, autant pour moi, dans l'eau et vous avez été champion du Cameroun. Vous avez remporté la Coupe du Cameroun. Mais votre collègue, Monsieur Sokoya, selon des informations, a échoué. Non, je crois que d'abord, il faut rester fair play. Il faut féliciter le club de l'UMS de Loum et son président. Je crois qu'ils ont bien géré ce championnat. On savait que ça allait être plus compliqué pour Coton Sport cette année, notamment en début de saison, avec un retour très tardif des internationaux qui ont participé au CHAN au Rwanda. Je crois que voilà, on savait que ça allait être difficile en début de saison et ça s'est avéré exact. Je crois qu'après avoir laissé passer l'orage sur les mois de février et mars, le Coton Sport a fait un très très bon parcours. Voilà, dommage qu'il y ait eu ce début de saison où beaucoup d'internationaux étaient absents, où le coach n'a pas pu compter sur tout le monde. Je crois que le championnat s'est joué là-dessus, notamment sur le match aller à Loum, dans des conditions un petit peu particulières. Mais voilà, Coton Sport paye vraiment l'absence de ces internationaux en ce début de saison. Je rappelle que Coton Sport est encore qualifié
dans la Coupe nationale et j'espère qu'il ira jusqu'au bout. Mais voilà, je crois que la seule explication réside voilà, dans cette absence, dans ce mauvais départ. Voilà, c'est donc l'analyse d'un ancien entraîneur de Coton FC de Garoua. Alors, messieurs, on va sortir de cette question d'actualité avec, on va dire quoi, une autre qui n'est pas du tout reluisante. Je préfère vous donner la parole, Noé. Sauf que ce championnat s'est achevé avec, on va dire quoi, des faits qui sortent vraiment de l'ordinaire. Certains meilleurs joueurs de notre championnat ne s'y retrouvaient plus. Ils sont partis chercher fortune ailleurs. Et là, je vous interroge parce que le cas que nous avons actuellement entre les mains, c'est le cas du jeune joueur de Unisport de Bafang, William Tchouaméni, qui serait au Portugal, mais aux dernières nouvelles, il est encore du côté du Nigeria. Non, William Tchouaméni est encore du côté du Nigeria où il attend son visa de travail. Il faut dire qu'il aurait Il attend son visa de travail au Nigeria, pas au Portugal? Bien entendu, puisque c'est là-bas où on l'a convoyé pour qu'il puisse prendre ce visa-là. C'est comme si on s'est concerté avant d'entrer dans ce studio. J'ai passé en revue son actualité, j'ai revu l'effectif de Ferenc. J'ai même eu la chance, il y a à peine 20 minutes, de discuter avec Hervé Tchami, qui fait partie de l'effectif de José Mata, qui est leur entraîneur. Et nulle part, il n'a fait mention de la présence de William Tchouaméni, ni aux entraînements, ni au sein du club. Et je crois que hier encore, je posais la question à l'un de ses ex-coéquipiers à l'Unisport de Bafang qui m'a rappelé que Tchouaméni était encore du côté du Niger. À lui, Tchouaméni aussi, j'ai posé la question. Oui, à lui, Tchouaméni aussi, j'ai posé la question. Malheureusement, il a lu mon SMS, mais il n'a pas répondu. Mais je crois quand même que c'est déplorable. Nous, à Europe Afrique Foot, nous l'avons d'ailleurs écrit sur notre mur Facebook pour dire que les dirigeants africains devraient se pencher un peu sur le cas des footballeurs sortant du continent qui reçoivent souvent soit des invitations, soit accords des contrats qu'ils signent, mais parfois sont bloqués à cause du passeport. Et j'en connais au Cameroun, je connais un jeune à New Stade de Douala qui ainsi aussi a perdu une occasion de jouer au Portugal simplement parce qu'on lui aurait refusé le visa. D'accord, très bien. Alors, Gérard Martin et Kani, je rappelle rapidement que UMS est champion, Coton est champion, c'est-à-dire premier, Coton est donc son dauphin, deuxième, joueront donc la Ligue des champions d'Afrique, ces deux clubs-là. La troisième position est occupée par Young Sport Academy qui a pratiquement fait un exploit. Young Sport est le détenteur de la coupe, le vainqueur de la coupe du Cameroun, vont donc jouer la coupe de la Confédération africaine de football. Gérard Martin, je préfère que vous vous intéressiez sur les clubs qui sont descendus, la Panthère sportive d'Undé, Botafogo de Douala et la formation de Cosmos Dumbam vont rejoindre la Ligue 2. Le Canon a échappé pratiquement de justesse puisque le Canon est 15e au classement, il fallait 3 pour descendre, sauf que Gérard Martin et Kane, à la fin du championnat, beaucoup ont cru que l'une des promesses faites par M. Sénégué lors de sa campagne, qui disait qu'on allait passer de 18 à 20, devait être respectée. Et le général a été clair dimanche, le championnat va se jouer à 18 en Ligue 1 et 18 en Ligue 2. Conclusion, ces clubs-là vont effectivement descendre. Oui, et ces clubs-là vont s'en prendre qu'à eux-mêmes. Panthère qui s'effondre en dernier moment. Canon, lui, s'en sort in extremis. Botafogo n'a pas pu faire mieux. Après avoir battu Coton ici à Douala. Oui, il a pourtant fait certains bons matchs, mais ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas pour rester. Et mes amis de Bafia, eux, ont montré leur voix depuis la chandelle qui a été donnée en début de championnat. Bon, je crois qu'il mérite de descendre. Il y a celui qui m'a un peu... et peut-être qui est descendu in extremis, c'est Panthère. C'est Panthère qui aurait bien pu rester aussi s'il avait eu beaucoup, s'il avait fait meilleure prestation, surtout ces derniers matchs. Il faut dire qu'il y a aussi les étoiles de Douala, les astres aussi qui auraient pu se retrouver dans cette zone. Tout à fait. Bon, mais ils ont tiré leur épingle du jeu. Tout à fait. Bon, je crois que c'est bien
que le général nous dise, comme le sache très souvent avant, au besoin même, à la lancée du championnat, qu'on sache déjà qu'à l'arrivée, c'est 3 qui vont descendre. Et qu'on va jouer le prochain championnat à tel nombre. Pour qu'on ne soit pas en train de dire, comme je l'ai entendu dans les gradins, si Canon descend, on va jouer à 20. Si Panthère n'est pas là, on va faire... Non, ce n'est plus une question de faveur à qui que ce soit. On sait qu'on est à 18, il faut être parmi les 15 premiers. Si vous êtes le 17e, sachez que vous devez descendre. Très bien, alors rapidement en 1 minute, puisqu'on a franchi le premier quart d'heure noué, en 1 minute, je vous en prie, ceux qui iront plutôt en Ligue 1, pour le moment, il y a encore un gros dilemme pour la troisième formation, AS Colombe de Saint-Molima, qui est donc en pole position pour être 3e, AS Matelo et Fouvou de Baham, et la dernière journée se dispute le week-end prochain. Déjà en Ligue 1, Feutu FC de Bandoul, ou alors Stade Renard de Melon et Feutu FC de Bandoul. Alors sur cette dernière journée, beaucoup de choses se disent sur, on va dire quoi, les rencontres des clubs cités tout à l'heure, à savoir Colombe de Saint-Molima, Matelo de Douala et Fouvou de Baham. Pour vous, ça pourrait se jouer à quel niveau pour ces 3 formations pour la montée en Ligue 1? Non, déjà, il faudrait que Colombe ne puisse pas gagner son match pour qu'il y ait une évidence pour les 2 autres clubs suscités, notamment Fovo et Matelo. Oui. Donc, moi, je me dis, tout repose entre les mains de Colombe, malheureusement qui sera en déplacement du côté de Ngaoundéré contre l'université. Oui, je sais de quoi vous voulez parler, puisqu'il y a des supputations qui font cas de forte pression, de corruption autour de ce match pour que Ngaoundéré gagne absolument ce match. Mais n'oublions pas aussi que les 2 autres équipes peuvent faire match nul et Colombe passera toujours. Aujourd'hui, je crois que c'est quand même une dernière rencontre qui sera assez palpitante. Une dernière journée palpitante pour ces 3 clubs. Voilà. Il faut juste espérer que le jeu soit franc et que celui ou l'équipe qui aura mérité le plus puisse aller de l'avant. D'accord, très bien. Alors, Colombe de Saint-Molima, Fouvou de Baham et AS Matelo ont donc du pain sur la planche. La 34e journée se dispute le week-end prochain. Je rappelle qu'en Ligue 1, c'est donc terminé. On va à présent passer à des choses un peu plus sérieuses. C'est vrai que les précédentes étaient également sérieuses. Nous allons parler de la CAN Gabon 2017. Mais avant de parler de la CAN, nous allons vous plonger, autant pour moi, dans la rencontre. D'abord, côté infrastructure, on vous amène à Limbé pour voir comment la ville, en termes d'infrastructure, se prépare déjà pour accueillir la CAN féminine 2016 du 19 novembre au 3 décembre prochain. Les stades sont presque prêts. Nous avons pris le temps d'aller visiter ces infrastructures à Limbé. Les images sont de Benoît Dormont. Premier arrêt, le Limbé Centenary Stadium. C'est ici que le club local Ndjalakwan Sport Academy, relégué en division régionale cette année, recevait cet adversaire avant que cet espace ne soit transformé. Depuis 1 an, une entreprise chinoise, avec le financement de l'État du Cameroun, a décidé de métamorphoser l'aire de jeu et les abords. À notre arrivée ici, les responsables ont décidé de nous guider. D'abord les vestiaires. Dans le même compartiment se trouvent les bureaux du personnel du stade. Ici, toilettes, infirmerie et autres s'y trouvent. Ensuite, les tribunes, avec 2000 places assises. Les supporters ne vont pas s'ennuyer. Les toilettes et autres cabines de presse pour les journalistes ont été prises en compte. Calquées sur le modèle standard et aux normes FIFA, l'infrastructure a pris en compte les personnes handicapées. Celles-ci ont été facilitées. L'accès au stade, les tribunes citées plus haut donnent une vue directe sur la pelouse. C'est donc là que vont s'entraîner certaines équipes en vue de la CAN féminine. Pour parer à tout, un générateur dans chaque stade pour tordre le cou aux coupures intempestives d'électricité. Au Middle Farm de Limbé, non loin, c'est presque la même architecture, mais avec une capacité réduite à 1000 places. Ici, les travaux sont pratiquement bouclés et n'attendent plus que d'être livrés. Plus loin, à plusieurs kilomètres de là, le Limbé Omnisport Stadium,
Les voies d'accès qui y mènent sont achevées. Parking, barrières, électrification sont en phase terminale. Juste à côté, le petit stade qui servira aussi d'entraînement. Les ouvriers ici s'attellent à faire de leur mieux pour boucler à temps. Off record, les responsables affirment tous que les délais de livraison sont prévus pour fin septembre et début octobre pour le cas du Sud-Ouest et de Limbé en particulier. Voilà, merci infiniment à Benoît Dormo pour ces images. Alors, Didier Gomez d'Arosa, nous parlons quand Gabon 2017 à présent. Vous également, est-ce que vous également du côté de l'Algérie, vous vous inquiétez du fait des troubles qui prévaut en ce moment du côté du Gabon? Est-ce que, par exemple, je vous pose la question parce qu'on a cité l'Algérie parmi les pays qui souhaiteraient, au cas où le Gabon, au cas où la CAF venait à retirer cette compétition au Gabon pour des troubles que vous et nous connaissions en ce moment de ce côté-là, est-ce que vous pensez que le Gabon va vraiment tenir, organiser cette compétition compte tenu de tout ce qui se passe là-bas, Didier? Oui, on en parle beaucoup ici aussi en Algérie, hein. Je crois que pour l'instant, le discours des autorités gabonaises est positif. Donc attendons de voir. Mais je crois que déjà certains pays tels que le Maroc se sont proposés de remplacer le Gabon en cas d'impossibilité. Donc de toute manière, la CAN se jouera. Mais ayons bon espoir que les choses s'arrangent au Gabon et que le football ramène un peu la paix dans le pays. Voilà, alors Gérard Martin et Kani, c'est vrai, on ne perd rien à attendre, mais on ne perd également rien à s'inquiéter, Gérard. Est-ce que la situation actuelle au Gabon est propice à ce que le Gabon, si ça ne change pas plus, continue autant pour moi à espérer pour organiser cette compétition? Je crois que c'est une situation vraiment déplorable, regrettable même. Il faut que moi j'en appelle ici, si ça dépendait de moi, j'en appelle beaucoup plus à monsieur Jean Ping. Lui, moi j'en appelle à lui personnellement parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si les émeutes qu'on connaît sont arrivées là-bas, c'est en grande partie à cause de lui qui n'a pas accepté. Oui, lui qui n'a pas, c'est lui qui a perdu l'élection et c'est lui qui n'a pas accepté sa défaite. Et c'est à cause de lui que les gens sont descendus sur le terrain pour le supporter, pour contester cela. Gérard Martin, une petite précision. Je rappelle juste qu'il y a eu élection au Gabon. Je suggère sincèrement, je m'excuse de vous interrompre, mais je suggère que nous restions dans le cadre, on va dire quoi, sportif. Je ne souhaite pas que nous lancions des pièces sur X ou X candidat ou Y candidat, puisque nous savons tous qu'en ce moment, le contentieux post-électoral au Gabon est en cours. Je crois que M. Ping a déposé un recours, n'est-ce pas, à la Cour constitutionnelle. Attendons, Gérard. Parlons, n'est-ce pas, de l'inquiétude qui prévoit en ce moment, dû au fait que les troubles au Gabon continuent, persistent. Est-ce que pour vous, vous pensez que si ça continue, le Gabon sera à même, n'est-ce pas, d'organiser cette compétition? Tout à fait. On ne peut pas organiser une compétition dans un pays où il y a des troubles, où il y a la guerre dehors. Tout à fait. Et c'est pour ça que je dis que les guerriers devraient nous laisser un peu cette guerre de leadership qui ne fait que tuer. Des deux côtés. Des deux côtés, bien sûr. C'est des deux côtés, mais beaucoup plus de celui qui attaque. Parce que celui qui attaque, c'est celui qui a perdu qui attaque. Et c'est pour ça que je dis que si... Vous êtes pro Ali Bongo, Gérard Martin? Non. Vous devez être neutre en tant qu'observateur, Gérard. Oui, je suis observateur, je ne suis pas pro Bongo. Parce que là... je ne suis pas pro Bongo, mais je dis que et je pense que c'est la vérité, si après les résultats, si Ping s'était calmé, a dit bon ok j'accepte la défaite, est-ce que tu penses qu'il y aurait de la guerre au pays? Parce qu'il est... Il aurait convaincu ses pros, ses militants que bon voilà, ce qui est arrivé, nous avons perdu, c'est perdu. Alors on revendique. Comme lui a commencé à revendiquer, les autres ont revendiqué et puis il ne peut qu'en répondre. C'est pour ça que je dis que c'est lui qui tient là-bas. S'il dit baissons, laissons cette histoire, calmons-nous, ça va aller, les autres vont se calmer. Mais s'il commence à monter la tête
à gueuler, à forcer, alors les voyous, même les bandits, vont s'y mettre et puis vont brûler. Je crois que ce n'est pas lui qui brûle les routes, hein, mais ce sont ses pros qui brûlent les routes. Bon, disons c'est partisans. Oui, c'est partisans. C'est comme vous voulez. D'accord. Oui. Mais je dis que, revenant à notre sujet... Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Il y a lieu de s'inquiéter. Il faut s'inquiéter. Parce que je ne vois pas... moi, j'ai des frères là dans l'équipe du Cameroun, des frères beaux-frères, et puis je serais vraiment très, très inquiet de que mes parents aillent jouer une Coupe du Monde dans un pays de guerre. Et les organisateurs... Et de guerre entre guillemets, hein. C'est pas encore une guerre entre... On va dire quoi? C'est des troubles, c'est pas encore la guerre. Vous êtes très dur, hein, je n'arrive pas à vous reconnaître sur ce plateau ce soir. Oui, j'aime dire quand même les choses comme ça, telles que je les vois. Et puis, quand il y a des coups de feu en route et que les hommes tombent, les cadavres, j'appelle ça la guerre. D'accord. Bon, mais je dis que les organisateurs... Je crois qu'il est temps pour que les organisateurs donnent... Vous mettez qui dans l'organisateur? Au Gabon ou alors la CAF? Non, c'est pas l'organisateur. La CAF? C'est la CAF qui organise. D'accord. Oui, je dis qu'il est temps maintenant pour que la CAF donne des ultimatums au Gabon pour leur dire, bon monsieur, nous on va jouer la coupe dans quelques mois chez vous. Si d'ici la fin de ce mois, vous ne vous calmez pas, alors nous on vous enlève. Alors, Noé Richepin, à quel moment est-ce que la CAF maintenant doit s'inquiéter, ou alors la CAF doit encore attendre un tout petit peu, voir que la situation se calme? C'est vrai que selon les informations, la situation au Gabon commence à revenir à la normale, mais est-ce que la CAF a également droit à s'inquiéter de la situation qui prévaut en ce moment au Gabon? Moi, je reprendrai autrement la question. Est-ce qu'à 4 mois de cette canne-là, la CAF peut avoir un plan B? Moi, je pense que c'est partant de ce postulat-là qu'on peut comprendre quelle est la force de frappe ou la force d'action de la CAF pour qu'elle ne soit pas forcément, ou qu'elle ne lie pas forcément le destin d'une canne à une nation, mais plus à la possibilité de l'organiser, quel qu'en soit le lieu. Maintenant, oui, c'est pourquoi je dis que maintenant, si vous permettez, n'oublions pas que la dernière CAN a été organisée en presque un mois. Donc, il y a des possibilités. Et une chance aujourd'hui, c'est que un pays comme le Maroc qui réclamerait, permettez que j'aille jusqu'au bout, monsieur Michel Ateba, qui réclamerait cette organisation à des infrastructures et était déjà dans cette organisation pleinement, donc est dans les rouages pour pouvoir accepter de prendre le relais si jamais le Gabon est défaillant. Parlant du Gabon. Sur le Maroc, je vous le lance, je vous en prie. En 2015, le Maroc a refusé d'organiser parce qu'ils ont évoqué le cas d'Ebola. Vous pensez qu'en 2017, le Maroc, la CAF devrait laisser, le Maroc organiser? Et pourtant, 2 ans avant, le Maroc, d'une manière, on va dire quoi, entre guillemets, subjective, puisqu'elle n'a pas donné toutes les raisons fondamentales pour lesquelles elle n'a pas organisé. C'est vrai, elle a parlé d'Ebola. Vous pensez que la CAF devrait donner l'organisation de la CAN 2017 au Maroc, sincèrement? Pour moi, cette question ne se pose pas. Parce qu'aujourd'hui, tel que Martin et Kane étaient en train de le dire, il s'agit de la souveraineté d'un pays. Et quand la souveraineté d'un pays est, entre guillemets, soit attaquée, soit remise en cause, le football n'est pas assez fort ni assez contraignant que la vie des Gabonais. Donc on ne peut pas contraindre l'organisation d'une CAN parce qu'il y aura d'une CAN pour que les Gabonais meurent ou qu'ils ne meurent pas. Donc que la CAF accepte le chantage du Maroc, c'est ça? Non, ce n'est pas un chantage. Je pense que le Maroc n'est pas le seul pays. Je vais vous donner un exemple pour dire que moi, je pars de ce postulat que est-ce que la CAF a des possibilités d'avoir des plans B, C et D pour s'organiser à temps? Je dis donc oui, en précisant que nous avons un pays tel que le Maroc qui a encore les infrastructures d'il y a heureusement 1 an à peine qui sont encore existants, la structuration, l'organisation qui sont encore en place, qui peuvent rapidement prendre le relais pour pouvoir organiser une meilleure CAN dans des conditions de sécurité plus optimales. Maintenant, effectivement, nous n'en sommes pas encore là. Je disais tantôt, nous sommes encore à 4 mois. Tout à fait. Et pour vous, c'est tôt? Ce n'est pas tôt, mais il faut déjà l'évoquer. Et je pense qu'on n'a pas besoin forcément d'en rajouter au peuple gabonais cette pression de plus pour dire on va les retirer, cette organisation. N'oublions pas que c'est des emplois
qui ont été créés tout Direct autour et indirect, effectivement. Donc, on n'a pas besoin de ça en plus de ce climat qui prévoit à l'instant. Mais nous, ici, nous pouvons quand même déjà spéculer. On dit il y a des possibilités pour que la CAF organise ailleurs si jamais le Gabon est défaillant. Alors, Didier Gomez, je préfère que vous bouclez la question. Pour vous, la CAF doit-elle commencer à envisager un plan B, oui ou non? Pourquoi? Oui, bien évidemment, Michel. Je crois qu'il y a une solution toute simple que doit envisager la CAF désormais. Ce serait malheureux pour le football qu'une deuxième CAN soit délocalisée. Mais je crois qu'on l'a vu cette année, le tournoi CHAN a été remarquablement bien organisé au Rwanda. Et pourquoi ne pas se rabattre sur le pays qui organise le CHAN? Je crois que le Rwanda bénéficie désormais d'installations hôtelières et d'infrastructures sportives permettant ce genre de compétition. Elle l'a remarquablement fait au mois de janvier. Je crois que c'est une option tout à fait intéressante. Je pense que la CAF devrait désormais prévoir un plan B pour ce genre de compétition. En tout cas, moi, je milite pour l'organisation de la CAN au Rwanda si jamais le Gabon est défaillant. D'accord, on peut vous comprendre, Didier, vous avez été au Rwanda. Je rappelle juste que le CHAN, c'est une compétition mineure par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations, qui est une compétition, on va dire, majeure. Alors, sur le terrain, le Gabon ne se porte pas très bien. C'est vrai que le Gabon a battu. Je rappelle que le Gabon est le pays organisateur, mais le Gabon ne prend pas, n'est-ce pas, aux éliminatoires, vu, n'est-ce pas, la nouvelle organisation au niveau de la Confédération africaine de football, que vous organisez ou pas, vous ne devez prendre part aux éliminatoires, même si ces éliminatoires ne comptent pas. Le Gabon a battu Non, ça ne compte pas. J'en venais. Le Gabon a donc battu le Soudan 2-1. Le Gabon a joué au Cameroun contre les Lions indomptables du Cameroun en amical. C'était à Libé. Je vous propose de regarder ces images. Juste derrière, on vient parler des droits, des questions liées, n'est-ce pas, aux droits TV. On parle de retransmission et tout ce que cela comporte. Je crois que là, c'est l'une des principales balises de cette émission. D'abord, Cameroun, le Gabon à Limbé en amical. Victoire in extremis de 2-1 du Cameroun. Il a fallu attendre la 23e minute pour voir la première frappe cadrée de la rencontre. Arnaud Dioum oblige ici Didier Ovono, le gardien de but gabonais, à s'étirer pour repousser la balle du bout des doigts. Les Camerounais multiplient les frappes mais butent devant la muraille défensive gabonaise. Le capitaine du Gabon, Ekwele Manga, monte lui-même la garde et rassure. Sur le front, Koumba Abdoulaye, Aboué Angoué et Regombero Mari essaient de porter les actions vers le camp des Lions indomptables du Cameroun. Mengande Ngandjoui, Mohamed Diéti, Oyongo Bitolo et Jonathan Ngwem sont présents en défense et refoulent toute offensive gabonaise jusqu'au terme des 45 premières minutes. Le temps de contenir le public, les artistes musiciens à l'instar de Njoreur donnent de la voix. Du retour des vestiaires, les Lions indomptables sont plus que déterminés. Benjamin Moukanjo et ses coéquipiers décident alors d'acculer les Gabonais. C'est dans cette foulée que Anatole Ambang va signer son premier but en sélection à la deuxième mi-temps. Touché, le Gabon va réagir sur coup franc. Kanga Kakou Dossa 12 loge le cuir au fond des filets, gardé par André Onana. Dans la foulée, Hugo Bruce, l'entraîneur-sélectionneur des Lions indomptables, procède à plusieurs remplacements. Dib Tambi, Arnaud Dioum, Kombous et Arombi de Coton de Garoua font leur entrée. Des substitutions qui vont permettre à l'équipe de trouver d'autres solutions pour le but de victoire. Une signature de Sali Edgar Nikez. Cette réussite de 2-1 en amical contre le Gabon fait suite à celle enregistrée samedi à Limbé pour le compte cette fois-là de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Le Gabon qui est donc tombé face au Cameroun en amical à Limbé. Je rappelle autant pour moi que cette rencontre s'est disputée en Nord-Une. Cela faisait bien longtemps que le Cameroun n'avait plus accueilli une rencontre en Nord-Une dans son pays. Alors, 16 pays sont déjà qualifiés pour la CAN. Je souhaite rapidement, avant qu'on parle, n'est-ce pas, droit TV, chers amis, qu'on parle, n'est-ce pas, de deux pays particulièrement. Et c'est avec vous, Didier Gomez d'Arosa,
je souhaite que nous parlions de l'entrée de l'Ouganda et de la Guinée-Bissau dans cette compétition. Pour la toute première fois, ces deux pays vont jouer une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, si je n'abuse. Alors, pour vous, ces pays-là, on va dire quoi? Qu'est-ce qui peut favoriser leur qualification dans cette compétition majeure de la CAF? De l'Ouganda, Michel, hein, c'est une très belle performance, mais c'est un pays qui s'appuie sur le même coach que je connais bien depuis 3 ans, hein, Micho, qui fait du bon travail, qui fait un travail de fond au sein même du football ougandais au quotidien, ambitieux, de très rigoureux. Donc, chez c'est vraiment un exploit retentissant là-bas en Afrique de l'Est. L'Ouganda s'affirme comme un des tout premiers pays de l'Afrique de l'Est et je leur souhaite vraiment de réussir. Voilà, merci. On me fait savoir que la ligne n'est pas, on espère, on prie d'ailleurs les dieux. Alors, Gérard Martin et Kani, très rapidement s'il vous plaît, parlons des 16 pays, mais du cas spécifique de l'Ouganda et de la Guinée-Bissau. De mémoire, hein, je pense, Noé, je passe sous votre contrôle en tant que journaliste, c'est la première fois que ces deux pays-là accèdent à une compétition aussi importante que la Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée-Bissau et l'Ouganda, pour vous, ça vous inspire quoi? Je crois qu'il était temps pour que ceux-là aussi, qui sont bien des pays où on joue au football, oui, viennent aussi se mesurer aux anciens grands du football. Pour dire que personne n'en reste, tout le monde évolue et le football évoluant avec, il faut bien que ceux qui étaient derniers hier soient premiers aujourd'hui. Et je vous dis, ça je peux le dire ici, que vous allez voir, on sera surpris par la prestation de ceux-là. Ils vont certainement faire bonne prestation, battre même, pourquoi pas, un des anciens, ceux qui étaient déjà habitués à cela. Parce que lorsque vous ne partez pas à la compétition, mais vous jouez comme au football, il y a d'autres compétitions sous-régionales auxquelles ces équipes participent. Oui. Il y a des matchs amicaux où elles ne sont pas épargnées. Et je crois que ça les prépare. Ça les prépare et ça fait que au jour d'aujourd'hui, en tout cas à cette année, elles ne sont plus les équipes de 1990. D'accord. Et elles peuvent faire mouche. Et je crois qu'il faut compter avec cela. Très bien. Quand alors, il faut les rencontrer, il ne faut pas dire que on va... Noé, si l'Ouganda et la Guinée-Bissau se retrouvent là aujourd'hui, c'est parce que les pays tels que le Nigeria, la Zambie, la Libye, le Congo-Brazzaville et même l'Angola, et pourquoi pas parlons de la RCA, n'y participent pas. Pour vous, l'Ouganda, la Guinée-Bissau peuvent vraiment être des bonnes sélections dans cette compétition? Je crois déjà que l'ordre mondial dans le football a été inversé depuis. Aujourd'hui, comme Didier Gomes-Darosa le disait tout à l'heure, ces sélections, que ce soit autour des Grands Lacs, que ce soit au niveau de l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est, ont démontré et dans des compétitions sous-régionales qu'elles avaient de la valeur. Pourquoi? Parce qu'elles travaillent au niveau des jeunes depuis un bon bout de temps et elles ont exporté la technicité venant du Brésil et des pays comme le Portugal pour pouvoir travailler au niveau des jeunes. Et si vous suivez leur actualité, vous conviendrez avec moi que c'est leurs jeunes actuellement qui font la une sur le plan sous-régional. Donc ce n'est pas un hasard. Moi j'ai eu la chance de regarder un match de qualification de l'Ouganda dernièrement. Je vous jure, le niveau est très élevé. C'est pas parce qu'on a en fait, nous à notre niveau, nous souffrons d'un déficit d'information par rapport à la couverture médiatique auprès de ces équipes, mais attention, c'est des calibres à en devenir. Et tenez-vous tranquille, je vous dirai autre chose. Aujourd'hui, les championnats qui sont en train de monter en vive allure en Afrique viennent de Tanzanie,
et forcément de D'accord, l'Ouganda. très bien. Je rappelle juste en passant que nous ne sommes pas surpris, nous, en tant que journalistes. Nous posons des questions pour que les téléspectateurs, puisqu'à la maison, on est plus surpris que nous, ici, en plateau. Je voudrais juste apporter cette petite précision. Et pour parler justement de la CAN féminine à présent et des questions, n'est-ce pas, de droit, puisque la compétition va se jouer au Cameroun. Alors, beaucoup de questions se posent déjà. Je rappelle en passant que la CRTV est donc l'organe qui va donc, on va dire quoi, qui a bénéficié, n'est-ce pas, des droits de... je vais c'est le diffuseur. Oui, voilà, c'est le diffuseur. En fait, le producteur. Le producteur, j'ai failli dire, le producteur justement de cette compétition. Mais je souhaiterais qu'on y aille terre à terre. Alors, à la maison, la CAN féminine va se jouer au Cameroun. Le téléspectateur lambda se dit que toutes les chaînes locales, par exemple, seront à même de retransmettre les rencontres. Vous êtes journaliste, oui, vous travaillez également sur cette question. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la question des droits TV par rapport à la CAN féminine? Je préfère qu'on reste d'abord à ce niveau. Je souris parce que tout à l'heure, vous avez parlé des compétitions majeures de la CAF. Mais vous deviez aussi dire que si la CAF garde quelque chose assez secret, assez confortablement dans son giron, c'est bien entendu la gestion des droits TV. Aujourd'hui, vous savez que le grand cadeau du marketing, de l'image et des droits TV en Afrique, c'est Sport 5, qui est l'organe chargé par la CAF pour gérer ces droits TV. Et à cet organe-là, par exemple... qui est une filiale du grand groupe français Lagardère. Lagardère, donc. Pour vous donner un chiffre, pour que ceux qui sont à la maison comprennent un peu, sachez que sur 12 ans, sur les grandes compétitions, toutes les grandes compétitions de la CAF, comment ça s'appelle, Sport 5 est contraint de produire au moins 1 milliard de dollars pour la CAF. Donc vous voyez à peu près le chiffre vertigineux que attend la CAF des droits TV. Aujourd'hui, parlant de la CAN féminine, aucune information ne circule véritablement sur qui est-ce qui aurait acquis les droits de retransmission. Tout ce qu'on sait, c'est que la CRTV est le producteur exécutif ou alors le producteur exclusif des images. Oui, mais forcément, elle va diffuser. C'était normal parce qu'en même temps, il y a tout un document stratégique, ou du moins tout un guide que la CAF met toujours sur pied pour ses compétitions. Ailleurs, on aurait pu appeler ça le règlement intérieur pour le pays organisateur. Et au point technique, notamment concernant la retransmission des matchs, soit on fait souvent appel à un producteur extérieur quand le pays n'a pas les moyens. Le cas avec la FOBasket récemment au Cameroun. Effectivement, mais là on a voulu, parce que dans la politique nouvelle de la CAF, entre guillemets, comme ils le disent, c'est aussi pour que le pays puisse aussi se développer sur le plan technique de la retransmission et de ces matchs. Donc on a donné la possibilité, la CRTV a accepté, le gouvernement camerounais, de mettre les moyens pour pouvoir produire, parce que quand on parle de que la CRTV produit les images, donc le signal. Oui. La CRTV va récupérer justement le signal et la CRTV va produire le signal que maintenant les autres télévisions pourront récupérer selon. Mais les droits TV, ce qui veut dire que la CRTV produira, mais ce n'est pas elle qui va dire, qui va utiliser, parce qu'elle-même, la CRTV, n'aura que la gratuité des matchs du Cameroun dans cette opération-là. Donc, maintenant, comme c'est la compétition, elle est tenue au Cameroun, elle aura la gratuité sur toutes les rencontres quand même, parce qu'elle va produire. Très bien. Si vous permettez. Avant peut-être. Oui, allez-y. Alors, je préfère d'abord qu'on passe la parole à Gérard Martin Ekani, terre à terre, Gérard Martin Ekani, pour vous, parce que je ne voudrais pas que vous rentriez dans, on va dire quoi, dans les discussions des spécialistes, nous devons ici connaître véritablement. Alors, pour vous, la CAN qui arrive là, comment est-ce que les chaînes locales peuvent-elles s'entendre pour pouvoir avoir, entre guillemets, les images? Pas peut-être forcément pour les transmettre, parce que c'est du lourd, sauf peut-être une ou deux télévisions qui peuvent le faire au Cameroun. Oui, je crois qu'elles vont se rapprocher de la CRTV et avec qui elles... De la CRTV ou bien de la CAF? Parce que la CRTV
n'est que le producteur. Le Je rappelle producteur rapidement en passant. exclusif. La CAN exclusif. féminine, la SIA TV va produire les images en tant que partenaire technique chargé de produire le signal numérique qui sera repris par tous les médias autorisés à diffuser la compétition. Voilà. Très bien. C'est dire que d'autres Là, c'est peuvent M. avoir... Issa Chiroma Bakari, le Milcom, qui parle. C'était le 8 décembre 2015 devant le Sénat. Ça veut dire que d'autres pourraient transmettre, faire la retransmission de ça, autoriser, et en au préalable, ils devraient se rapprocher De la CAF. de la CAF. S'il y a un agrément à prendre une autorisation Tout à là-bas, fait. ils prendraient. Mais la CIA TV reste exclusive sur la production. Bon, les autres pourraient, mais je crois qu'ils ne vont pas dormir et attendre que, bon, le moment venu, nous aussi on devrait... D'accord. Il est temps maintenant de s'aligner et voir qu'est-ce qu'il faut. D'accord, Qu'est-ce qu'on justement, c'est une bonne va nous question. demander. Gérard Martin et Kani, je vais revenir à, on va dire quoi, à Didier tout à l'heure. Noé, qu'est-ce qu'il faut pour les chaînes locales pour qu'elles récupèrent, bon, peut-être pas pour qu'elles récupèrent, mais pour qu'elles diffusent, aussi. pour qu'elles transmettent si possible les rencontres de la CAN féminine. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut? Soyons Radio ou télé, hein. Oui. soyons directs, il faut de l'argent. Très bien. Point final. Il faut de l'argent, pourquoi? Parce que Encore l'argent, on est là. pour enchérir sur ce que Martin disait, c'est en Afrique d'habitude c'est AFNEX qui est le bras séculier de Sport 5 quand il s'agit des compétitions de la CAF. Donc les télévisions africaines négocient la plupart du temps avec AFNEX pour pouvoir avoir accès aux images de certaines rencontres. Maintenant, il faut bien le préciser, ce n'est pas du tout donné. C'est pas du tout donné. Pourquoi? Parce que je vais vous prendre un exemple. Si vous vous rappelez le match Maroc-Cameroun de 2010 aux éliminatoires où on n'a pas pu avoir les images de la CIA TV, sachez déjà qu'il existe ce qu'on appelle l'Union africaine des radiodiffusions, qui Dont regroupe... le président ou le directeur général d'un Camerounais, M. Grégoire Diakan, c'est de la CIA TV. Effectivement, donc vous comprenez que il fallait que cette union-là puisse mettre sur la table 200 millions, par exemple, pour le match Sénégal-Cameroun. Oui, mais cette union-là est constituée des directeurs généraux des télévisions Oui, africaines. aujourd'hui, donc, le problème est simple. En fait, je voulais planter ces décors pour expliquer un fait. Quand les télévisions allaient séparément acquérir les droits, c'était exorbitant. C'est pourquoi une télévision privée, aucune télévision, je le dis, ne peut le faire. C'est un fait, Noé. Ne peut le faire. Pas besoin, c'est un fait. Donc, quand vous voyez déjà 200 millions qui dépassent, en fait, qui sont mis sur un seul match, imaginez quand il s'agit de toute une compétition. D'accord. Pour prendre un autre exemple, la Guinée-Conakry, par exemple, en 2015, pour la compétition en Guinée équatoriale, pour les seniors, et chez les cadets, je pense bien c'était au Niger, a dû dépenser près d'1,2 milliard pour acquérir les images de ces deux compétitions. Donc imaginons à peu près ce que ça peut coûter pour une télévision, peut-être comme Camnews 24. Donc ce n'est pas possible. Pourquoi vous ne prenez que Camnews 24? Non, je dis par exemple comme Camnews, puisque nous parlons de télévisions privées. Et En parlant de comme nous lui, sommes à Camnews 24. et c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, en fait, quand je parlais de l'UA, c'était pour expliquer quoi? Que ces télévisions se sont réunies aujourd'hui, c'était en fait l'année dernière, en mai, non, cette année en mai, pour pouvoir s'asseoir et dire non. Exact. Non à la spéculation que fait Sport 5 ou alors tout autour. Tout à fait. Alors, de ces donnez-moi matchs. une minute, s'il vous plaît. Je souhaite que nous allons à Alger, pas pour parler, n'est-ce pas, des questions du droit. Didier Gomet d'Arosa, rassurez-vous. Je souhaite que qu'on fasse un break pour parler de vous et de votre formation. Alors, nous avons l'information sur laquelle vous venez juste de vous séparer de votre club, le CSC Constantine en Algérie. 3 journées seulement après, Monsieur Didier Gomet d'Arosa. Mais curieusement, vous êtes toujours en Algérie. Bon, c'est vrai, on ne va pas vous poser la question pourquoi est-ce que vous êtes toujours là. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez, entre guillemets, limogé par votre club employeur, Didier Gomez? Vous savez, Michel, c'est un contexte très compliqué. Ici, je crois que m'a confié, ça fait plaisir à
à tout le monde. Et je crois que bien avant cette saison, la messe, je ne suis pas surpris du tout. Hein. Je crois que c'était organisé. Donc voilà, je m'y attendais. Je m'y attendais. Déçu de la façon dont ça se passe, bien évidemment. En tout cas, une expérience très intéressante dans le football algérien avec un contexte complètement différent du Cameroun. Il faut se battre au quotidien hein, sur le terrain et bien évidemment en dehors. Voilà, j'ai pas de regrets. On m'avait demandé d'assurer le maintien du club en Ligue 1. Je l'ai fait avec brio sur la phase retour l'an dernier. Voilà, il faut passer à autre chose. On va peut-être sortir par là. Autre chose, donc, c'est quoi, M. Gomez? Puisque vous êtes toujours en Algérie, vous êtes à Constantine, d'où vous nous appelez d'ailleurs en ce moment. Alors, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que vous continuez à rester en Algérie? Vous avez quelques propositions de clubs en Algérie? Ou alors vous allez retrouver votre France natale? J'ai quelques propositions. Hein. Je vais y réfléchir. Je crois que il faut prendre le temps. Il faut pas faire n'importe quoi. J'ai envie d'un vrai projet. Hein. Ici, l'objectif n'est pas trop de construire. Moi, j'ai plutôt envie d'avoir un projet comme celui que j'ai mené à Coton Sport. Donc voilà, je prends mon temps, je suis très très serein. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Donc les choses se feront dans les quelques jours à venir. Voilà, vous ne partez pas Didier, vous restez avec nous. Le temps de vous dire au revoir dans quelques minutes seulement. Vous continuez à regarder l'émission de là où vous vous trouvez là-bas. Alors nous revenons ici en plateau pour amorcer pratiquement la dernière ligne droite. Nous étions avec Noé Richepin. Je rappelle que nous allons organiser une émission particulièrement spéciale ici à un mois ou à 3 semaines de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Mais pour le moment, nous parlons d'abord de la CAN féminine puisque la question de droit se pose également, je le disais encore, pour le Camerounais lambda. La CAN qui se joue au Cameroun, eh bien, il s'attend à ce que toutes les chaînes locales puissent, n'est-ce pas, retransmettre les rencontres en direct. Mais selon nos informations, la CRTV pour le moment est donc la seule télévision qui va produire les images en tant que partenaire technique de produire le signal numérique qui sera justement repris par tous les médias autorisés, n'est-ce pas, à diffuser la compétition. Noé, qu'est-ce qu'on peut mettre dans autorisé à diffuser la compétition à ce niveau? Oui, mais c'est ce que je disais avant que nous nous quittions, qu'il faut de l'argent. Il faut de l'argent, il faut négocier avec Afnex au nom de Sport 5 ou alors s'ils ont donné la gestion à une autre entreprise. J'ai essayé de fouiller mais j'ai pas encore trouvé. Donc je crois que c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, parlant de la CRTV en tant que partenaire technique, elle est, il faut le dire d'emblée, elle est la seule télévision au Cameroun pour le moment qui est sûre effectivement de diffuser, ne serait-ce que les matchs des Lions indomptables. Donc en attendant les négociations préalables, parce qu'il faut quand même dire qu'un cahier des charges a été quand même mis sur pied concernant effectivement cette CAN féminine. Et je pense, si je fouille bien à l'article 5 ou 6, la CRTV aura peut-être même le droit de transmettre tous les matchs sur les deux, en tant que partenaire technique. Effectivement. Tout à fait. Mais d'emblée, quand il s'agit de la CAN masculine, ça ne se passe pas ainsi. D'accord. On aura l'occasion. Gérard Martin, malheureusement, on sort, n'est-ce pas, on me fait signe à l'AREA que nous sommes pratiquement entrés, nous commençons déjà à piétiner, n'est-ce pas, l'heure qui nous est impartie. Alors, Gérard Martin et Kani, est-ce que cette histoire ne devrait pas attirer l'attention de nos, on va dire quoi, de nos patrons de télévision, parce que voilà une compétition qui arrive, c'est peut-être le moment que ces patrons-là puissent, n'est-ce pas, se constituer pour voir comment est-ce que ça peut se passer. C'est vrai, je rappelle en passant que la CAN, ce n'est pas seulement les rencontres sur le terrain, c'est également tout ce qui tourne autour, et que les télévisions n'ont pas besoin de payer, n'est-ce pas, pour pouvoir produire sur tout ce qui tourne autour. Mais pour ce qui est de la retransmission, c'est une question qu'il va falloir peut-être réfléchir prochainement. Oui, il faut y réfléchir. Et je crois qu'il est temps encore pour que les patrons de télévision se mettent ensemble pour se rapprocher déjà des instances concernés pour voir qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'on ne peut pas, et puis demander au ministère de tutelle. Tout à fait. Comment est-ce que vous pouvez nous avaliser, vous pouvez nous aider à obtenir, quitte à ce que
il y ait des subventions quelconques de l'État. Voilà, des allègements. Oui, ou des allègements. Voilà, toutefois, il faut se rapprocher d'eux et voir pour pouvoir trouver un consensus. Parce que nos chaînes, il y en a des centaines dans ce pays. Oui, mais pour le moment, il n'y en a qu'une seule qui diffuse, deux, disons, qui diffusent les rencontres de football. Et c'est du matériel lourd, Gérard Maté-Kani. Vous êtes ancien journaliste, vous devez le savoir. C'est pas évident. Mais tout le monde aurait bien voulu. Tout le monde aurait bien voulu. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Mais tout le monde n'a pas les capacités. D'accord. C'est pour ça, et ça nous renvoie à une autre réflexion, c'est que on ne devrait même pas s'aventurer dans un métier quand on n'en a pas les moyens. D'accord, pour le moment, ce n'est pas le cas à Camnews Gérard Maté-Kani. Merci infiniment à vous, Didier Gomez d'Arosa, d'avoir accepté de répondre à nos questions depuis la ville de Constantine. Nous vous souhaitons beaucoup de chance dans votre nouvelle aventure. C'est d'ailleurs tout le mal que nous vous souhaitons, que vous ayez rapidement un nouveau club. Merci infiniment, Didier. J'ai pas compris votre question, Michel. Merci infiniment, Didier, d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons beaucoup de chance dans votre nouvelle aventure, au cas où vous avez un nouveau club dans les jours à venir. Merci à vous, Michel. Au plaisir de vous rencontrer bientôt à Douala ou Yaoundé. Ah ben écoutez, ça me ferait plaisir de vous rencontrer. Merci infiniment, Didier. Merci également à vous, Noé Richepin, journaliste, quelques connaissances également dans le marketing. Vous travaillez l'image de plusieurs joueurs camerounais. Merci d'avoir accepté. Je rappelle qu'une émission spéciale sera organisée dans les mois qui arrivent. Pour ce qui est des droits TV, il faut qu'on explique ça aux Camerounais de fond en comble, Noé. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Je crois que c'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau et toujours en face de Maté-Kani. Voilà, merci Gérard d'avoir accepté l'invitation. Merci à toutes nos équipes de production, Gustave Canada sous sa coordination technique bien évidemment. 1000 fois merci à Monsieur Yves Anselme Tadiofo et tous qui ont aidé, n'est-ce pas, à la réalisation de cette émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver, n'est-ce pas, le mardi prochain. Toujours avec le même plaisir. D'ici là, restez sur les programmes de Camnews 24 Télévision qui se poursuivent. Un gros bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous regardent dans l'arrière-pays et même ceux qui sont au-delà du Cameroun. Bonjour, bonsoir et à mardi prochain.